Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour les amis, les camarades qui ont pu organiser cette rencontre pour mettre en lumière davantage les circonstances actuelles dans notre région. Et, en réalité, dans le vidéo que vous avez assisté, la projection audiovisuelle que vous avez assistée, il y a eu beaucoup de choses. Vous avez vu que dans des circonstances très difficiles, on essaye de mettre en place un système, c'est pas parfait, on est en guerre, pas seulement en état de guerre, mais quand même un système qui a pu préserver la paix sociale dans notre région. Et on s'est organisé d'une façon pour que toutes les communautés ethnico-confessionnelles qu'ils participent à la vie active, que les institutions que nous avons pu mettre en place, ils n'ont pas comme référence de légitimation ni le nationalisme, ni le confessionnalisme, la liberté absolue de conscience, mais à condition que les pratiques religieuses et la pratique des croyances restent dans le domaine privé. C'est ce modèle qui peut convenir à la configuration ethnographique et confessionnelle de notre région, de notre pays, parce que en réalité, le modèle État-nation a échoué de répondre aux aspirations de toute la population, qui est une sorte de mosaïque. D'ailleurs, l'État-nation, il a perdu même sa fertilité, si je peux dire, même en Occident, là où il était né comme modèle du système politique. Regardez, en Europe, on supprime, ou bien on supprime les barrières des frontières. Et c'est ce modèle qui a été, après la Première Guerre mondiale, a été imposé, ne convenait pas à la nécessité de toutes ces populations. Et il y a ça, et puis nous avons d'autres paramètres, par exemple l'égalité entre hommes et femmes, la parité. On a essayé de mettre en place, on met en place, on a pu avancer dans les institutions, dans l'administration, dans les partis politiques, c'est vrai. On a aussi l'héritage du passé. C'est toujours pas évident d'appliquer dans la société traditionnelle. Au niveau législatif, dans notre région, nous avons suspendu ou supprimé toutes les législations qui méprisaient l'égalité entre hommes et femmes. Vous avez vu dans le film, donc je ne veux pas trop revenir sur ce que vous avez vu, sauf si vous avez après des questions à poser. Mais ce modèle ne convient pas aux autorités de la région. En Syrie, malheureusement, comme au Moyen-Orient en général, il y a deux courants de pensée qui sont dominants. Alors, soit le nationalisme, qu'il soit un nationalisme arabe ou turc ou autre, ou bien le pan-islamisme. Et ces deux courants qui ne conviennent pas à la pluralité des sociétés de cette région. C'est pour cela le modèle que nous avons mis en place, surtout au nord de la Syrie, à Rojava, mais beaucoup plus largement. C'est toute la zone qui a été libérée des terroristes de Daesh. Ce modèle mais trop inquiéter les autorités qui sont en place. Je donne des exemples concrets. Par exemple, avant les dernières élections locales en Turquie, il y avait seulement 14 femmes qui avaient les postes de maire. Mais avec notre exemple politique, l'histoire de mettre le modèle, de mettre coprésidence, co-maire, donc son application en Turquie, actuellement, il y a 99 co-maires femmes. Et ça déplaît, bien sûr, à quelqu'un comme M. Erdogan qui voit que la place de la femme doit être à la maison. D'autres exemples, aucun chrétien n'a pu siéger au Parlement turc depuis la création de soi-disant la République turque et encore soi-disant laïque. Il n'a pu, depuis la création de cet État, n'a pu siéger que
les dernières élections, donc il y a un ami, un camarade de confession chrétienne, d'origine arménienne de surcroît, pour les Turcs, pas pour les Turcs, désolé, hein, c'est pour les autorités turques, pour le parti qui est au pouvoir, les islamistes qui sont au pouvoir, c'était inimaginable. Donc on a cassé cette règle, un ami de confession chrétienne qui siège actuellement au Parlement. Alors pour eux, c'est un danger, c'est un danger. Ils voient les rescapés arméniens, les rescapés des massacres arméniens, les rescapés des massacres des Assyro-Chaldéens, les rescapés kurdes qui vivent ensemble. Et leurs enfants créent ensemble la richesse et ils gardent la paix. Et tout ça, ça inquiète beaucoup les autorités qui tiennent, d'ailleurs même à Damas. Hein. Ce modèle n'est pas accepté partout à Damas, et comme dans d'autres systèmes de Moyen-Orient, c'est le clientélisme qui fonctionne. La redistribution de la richesse, c'est par la corruption, et la redistribution du pouvoir, c'est par la cooptation. Les pouvoirs des centres ont des représentants dans les régions, mais ce n'est pas les régions qui ont des représentants dans le pouvoir central. En tout cas, notre organisation, de notre population, lorsque je dis notre population, avec la diversité, à chaque fois, je ne vais pas revenir pour dire c'est une société vraiment. Bon, au nord de la Syrie, la zone de Rojava, elle est à majorité kurde, mais nous avons actuellement l'administration d'un large territoire, c'est à peu près 30% du territoire syrien. Il n'y a pas que des Kurdes, il y a plein de communautés. Donc notre population a pu s'organiser, a pu se défendre. Et lorsque on a vu que surtout on était attaqué par les terroristes, c'est vrai, ces terroristes, ils étaient soutenus par certaines puissances et c'est pas un secret, c'est pas un secret. Il était soutenu essentiellement logistiquement par la Turquie et avec l'argent des pays du Golfe. Nous avons pu nous organiser, mais c'est vrai aussi, il faut avouer qu'il y a eu une aide internationale. Et c'est la France, il faut rappeler, il a fait la différence. Lorsqu'on était attaqué par les terroristes avec des armes inégales à Kobané, la France, c'était le premier État qui a soutenu notre résistance, et puis les autres puissances l'ont suivi. Ça, c'est la réalité. Et ce qu'il y a, nous avons aussi pu être, selon nos moyens, être à la hauteur de la confiance de nos alliés qui nous ont soutenus dans la lutte antiterroriste, et aussi, surtout, c'est pas seulement les États ou les gouvernements qui nous ont aidés. Vous étiez là, encore, on a fait une réunion dans cette salle. Donc, on était soutenus par toutes les forces démocratiques. Il y a eu une mobilisation. C'était à la hauteur de la gravité de la situation, parce que nous combattons les mêmes ennemis. Et c'est pas des paroles que je dis, les mêmes ennemis. Daesh, lorsqu'ils ont commis leur acte de terrorisme ici, c'était commandité et entraîné à Manbij. Vous avez vu la Manbij après la libération, vous avez vu dans le film comment la vie est revenue et dans l'esprit de la respect, de la pluralité. Alors, c'est une fois nous avons pu ensemble, donc avec les forces forces démocratiques, avec le soutien de la coalition internationale, on a achevé donc une grande partie de la tâche qui nous revenait sur le terrain. On était presque à la fin, si je peux dire, à l'est de Deir ez-Zor. Il restait 2 poches. On était dans les combats. Daesh, il perdait du territoire de plus en plus. Il restait 2 zones, une zone sur la frontière, mais il y avait une zone avant encore, on était en combat. Et ça a inquiété les commanditaires de ces terroristes, et notamment M. Erdogan, qui fait le chantage sur l'Europe. Il dit, si vous me payez 6 milliards de dollars, ben sinon je vais vous envoyer des réfugiés. Des réfugiés, vous savez, ils sont dans une situation malheureuse, ils sont déplacés. Mais à l'origine même de cette crise, il y avait surtout le gouvernement d'AKP 1. Deuxièmement, malheureusement, lorsqu'il dit réfugiés, il y a des autorités qui comprennent le langage de M. Erdogan. Ça veut dire que je vais vous envoyer des terroristes.
lorsqu'il contrôle les frontières, c'est qu'il facilite. Tout le monde sait qu'est-ce qui facilitait le passage des terroristes. Et d'ailleurs, lui-même, il ne se cache plus. À Astana, il dit, moi, la Turquie, le gouvernement turc, il est le porte-parole des terroristes. Celui qui a des problèmes avec les terroristes, qu'il vienne négocier avec moi. À Astana, il représente les terroristes dans les négociations avec le régime. Et donc, il a fait des deals avec le régime et les puissances qui les soutenaient. Par exemple, à Alep, il a retiré ses terroristes et d'Alep de l'Est. En contrepartie, ils ont cédé la région entre Jarablus et Azaz. Al-Bab, actuellement, il occupe un bout de territoire syrien. Mais pour lui, lorsqu'il a vu que Daesh il était en perte de vitesse, qu'il est en difficulté réelle, et rapidement, il est venu au secours de Daesh et il a mis son aviation au service de Daesh. Et il a commencé à bombarder une région qui était stable, qui les gens vivaient paisiblement et que c'était considéré comme un territoire le plus sécurisé de la Syrie. C'est la région d'Afrin. Jamais les forces de la Syrie démocratique, YPG ou YPG compris, n'ont jamais même jeté un caillou sur le territoire turc. C'était son prétexte, c'est pour garder ma sécurité. Mais la sécurité, sous-entendu, la sécurité des terroristes. Alors, il veut installer encore Daesh et Al-Qaïda dans le territoire d'Afrin. Et c'est pour cela, le bombardement, maintenant, actuellement, avant d'entrer dans la salle, les bombardements de l'aviation, de l'artillerie lourde et toutes les armes, il aide directement, lui, il intervient, enfin l'armée turque intervient, et il soutient ces groupes terroristes pour qu'ils puissent se reconstruire et s'installer dans le canton d'Afrin. Et le canton d'Afrin, géopolitiquement, pour lui, c'est très important. Déjà, il va pouvoir aider les terroristes pour venir en Europe. Hein. Deuxièmement, il va menacer Alep parce que si lui, il prend Afrin, si Erdogan il prend Afrin, déjà, il a El Bab à 30 km d'Alep. Dans la zone d'Idlib, il travaille clairement avec Al-Qaïda, avec Al-Nusra. D'ailleurs, même il y a 2 jours, les Russes, ils ont officiellement, ils ont dit, bien, nous avons pu récupérer le corps de notre pilote par Al-Nusra, par l'intermédiaire des Turcs. Donc, c'est plus un secret. Et il se prend à tout le monde en utilisant des chantages. C'est pour cela, nos filles et nos garçons se battent courageusement sur le terrain et nous sommes déterminés beaucoup plus que jamais à défendre notre population, notre richesse. D'ailleurs, beaucoup de sites archéologiques ont été bombardés de la même façon que Daesh à Afrin. Et la mobilisation internationale, malheureusement, jusqu'à maintenant, c'est pas à l'auteur du danger que pèse M. Erdogan et ses terroristes. Parce qu'à Kobané, comme je vais donner l'exemple, la France a pris une position et les autres forces l'ont suivi. Actuellement, la France il a demandé une réunion d'urgence exceptionnelle du Conseil de sécurité, mais la France s'est trouvée, il n'était pas assez suivi. Au niveau de la mobilisation, c'est vrai, les forces démocratiques en France ou ailleurs, ils commencent à se mobiliser, mais le temps presse. Il y a trop de dégâts. Déjà, il occupe certaines localités frontalières. Avec deuxième armée de l'OTAN, il attaque un tout petit territoire. Il veut détruire tout ce que nous avons construit et y installer des terroristes qui ne peuvent pas seulement un danger pour nous, pour la Syrie, mais aussi pour tout le monde démocratique. Parce que si les YPG et les YPG, les FDS, ils sont en difficulté, Daesh va revenir. Daesh, il est dans la mentalité, il est là. Il y a un grand travail à faire encore au niveau intellectuel, au niveau de la reconstruction, pour que cette mentalité soit mise hors jeu, hors danger. Et c'est pour cela, j'apprécie beaucoup, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, que vous êtes
manifester comme acte de solidarité, et aussi pour l'information, parce que pour certains, ils pensent, voilà, donc ça y est, les Kurdes et leurs partenaires, les Arabes, les Syriaques, tout ça du nord de la Syrie, ils ont libéré Raqqa. Raqqa, c'était la capitale, et Daesh, c'est terminé. Mais c'est loin de ça. Le danger réel est là, et c'est pour cela on a vu il y a encore certaines puissances qui veulent donner un bouffée d'oxygène encore à Daesh, et ils espèrent. Mais nous sommes déterminés jusqu'à dernière fille et dernier garçon. On va se battre. Nous avons des valeurs en commun. Notre destin est lié. C'est tout le monde. C'est un petit village. Le danger qui est là-bas, ça pèse aussi sur le destin de nos enfants ici. Et je pense que ensemble, on peut mettre des limites au chantage et à la politique irresponsable de M. Erdogan et son parti. Il fait partie de l'international islamiste, et il essaye de récupérer le domaine de l'ex-empire ottoman. Et il ne cache pas. Pour lui, il a ses ambitions pour qu'il devienne le calife ou le sultan encore. Et d'ailleurs, il n'a jamais... le gouvernement successif de la Turquie n'ont jamais cessé d'avoir des prétentions territoriales en Syrie. Et à chaque époque, il y avait des prétextes. Alors, vous savez, sous le mandat français, la Turquie n'a jamais accepté que ce territoire reste sous le mandat français et faisant partie intégrante de la Syrie. À l'époque, il n'y avait pas Öcalan. 1924, il n'y avait pas Öcalan. 1930, il n'y avait pas Öcalan. 1943, il n'y avait pas Öcalan. Et 1955 et jusqu'à 1958, il y avait à la tête du gouvernement turc quelqu'un qui était identiquement comme Öcalan, Adnan Menderes. Et c'était un islamiste. Il a islamisé les écoles, tout ça. Et il a essayé d'occuper le nord de la Syrie. Suite à un coup d'État, il a été pendu. Je suis ravi que la peine capitale est supprimée en Turquie, mais je ne sais pas si Erdogan, il va avoir un sort encore mieux que Dan Menderes. D'ailleurs, si j'ai regardé, une fois on l'a interrogé, on demande à Erdogan, qu'est-ce que vous en pensez? Dan Menderes, il dit, c'était un grand personnage, c'est une personnalité importante, on doit réhabiliter ce brave homme. Alors, donc pour lui, c'est dans la continuité de cette politique, il essaye de installer des islamistes. Il a essayé. Par l'intermédiaire de groupes, ça n'a pas réussi. Et maintenant, il est intervenu par son aviation. Merci, mais surtout, je suis là pour répondre s'il y a des questions. Merci pour votre présence.